Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On continue sur la série des profils en Human Design. Après la série sur les types énergétiques et puis la série sur les autorités, on en est à la série sur les profils. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous parler du profil 3-5 avec deux personnes qui l'expérimentent parce que ça fait partie de leur design. C'est un peu la spécificité de ces épisodes de podcast. On ne parle pas que de la partie technique, mais surtout de la partie expérimentale, expérientielle, qui pour moi est la base de pourquoi existe le Human Design et de comment est-ce qu'il a été canalisé. Si jamais vous êtes encore un peu trop nouveau dans l'Human Design et que les notions de profil, les spécificités de chaque ligne sont un peu floues pour vous, je vous invite à aller voir l'épisode que j'ai mis en description de ce podcast où je vous explique tout ça. Ça peut peut-être être même intéressant de commencer par là, si jamais c'est un besoin que vous ressentez. Et puis, on va pouvoir donc, à l'intérieur de ce podcast, avec mes deux invités que je vais vous présenter dans un petit instant, vous partager un peu plus la spécificité du profil 3-5 et donc des lignes 3 et 5 combinées de cette manière-là. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir co-créer donc avec Mélissa Simoneau et Barbara Godard cet épisode de podcast et je vais les laisser se présenter à vous. Barbara, est-ce que tu as envie de commencer à nous dire un peu qui tu es? Euh, Aussi, comment est-ce que le Human Design est arrivé à toi? Est-ce que tu peux nous donner ton Human Design profil, enfin type énergétique, autorité et profil pour qu'on puisse aussi faire le tour de, de vos incarnations. Bonjour à tous et un grand merci Cécilia pour ta confiance et puis pour me permettre d'explorer avec vous. Je suis très heureuse d'être avec chacun d'entre vous pour ce thème-là. Alors moi, mon type, je suis un manifesting generator avec un profil 3-5, vous l'aurez compris, et une autorité émotionnelle. J'ai découvert le design humain courant 2018 et puis ça a vraiment été un processus d'exploration. Effectivement, j'ai commencé à tâtonner, à le découvrir un petit peu par des choses que j'entendais. Et puis finalement, j'ai fait ma première analyse individuelle en 2020, je crois. Et je me suis formée en 2022. Voilà, c'est arrivé comme ça, une opportunité, j'ai répondu. À l'époque, je savais pas ce que c'était que de répondre. Et puis, c'est une belle aventure que le design. Et tu as raison, il y a quelque chose que tu as dit en introduction qui est hyper précieux, c'est à quel point c'est un outil à expérimenter et à incarner. C'est vraiment, si j'ai une recommandation à faire pour l'épisode, c'est d'aller le sentir en fait en soi, ce que ça vient toucher, et pas forcément uniquement avec l'aspect intellectuel. Et voilà. Oui, alors qui je suis? Du coup, ça c'est pour mon design. Moi aujourd'hui, je propose un accompagnement. J'accompagne les personnes à devenir actrices de leur vie, et en particulier de leur santé. Je me suis reconvertie il y a quelques années. J'étais infirmière et en fait, le design humain, c'est un des outils que j'utilise parce que j'ai une approche qui est globale, qui est holistique, avec une approche du corps, des émotions, des pensées, etc. Et le design, pour moi, c'est hyper intéressant à utiliser et à incarner. Et puis, j'ai un podcast parce que le Manifesting Generator en moi avait envie de s'exprimer et de parler et voilà, de jouer aussi probablement avec les ondes. Et donc, mon podcast Heal the World traite de la médecine intégrative, de cette santé qui réunit la spiritualité et le conventionnel. Voilà. Wow. Merci, merci Barbara. Merci d'avoir aussi répondu à l'invitation. Mélissa, est-ce que tu as envie de te présenter à l'intérieur de cet épisode? Pareil, les mêmes questions. Qui tu es, ton design, comment tu as découvert le design humain? Merci, merci Cécilia, merci de ton invitation, ta nouvelle invitation. On était en train de dire en off combien je me rappelais d'avoir passé un bon moment lors de l'enregistrement de notre épisode ensemble sur l'autorité émotionnelle. Donc, je suis ravie de recommencer ces partages-là avec toi. J'ai aucune idée d'où ça va nous mener, comme la dernière fois. Alors, mon design, moi je suis manifesteur, profil 3-5 évidemment, autorité émotionnelle. J'ai rencontré le Human Design en 2019 et donc je me suis formée toute cette année-là et puis donc je travaille globalement avec de façon plus officielle depuis la fin de cette année-là.
Et donc, je propose des consultations individuelles ou pour les couples ou pour les équipes de travail, pour les familles. Je propose des guides écrits, des conférences. Je fais pas mal d'ateliers aussi en présentiel. Et j'ai plus récemment publié un livre au mois d'avril sur le Human Design aux éditions Jouvence, donc pour apporter toute cette approche de la façon à moi qui me tient à cœur, c'est-à-dire de la façon la plus concrète, la plus pratique et approchable. Donc voilà, je suis très très contente que ce livre soit venu au monde. Et puis, qui je suis à part ça, parce que c'est vrai que ça occupe une grande place dans ma vie. Et puis c'est vrai que je trouve que quand on est entrepreneur, c'est tout un travail en fait de détacher qui tu es, ton identité, de ce que tu proposes dans le monde. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement en ce moment parce que je crois que j'ai un petit peu trop rapproché ces choses-là. Donc, c'est tout un travail. Donc, je ne suis pas encore complètement à l'aise, tu vois, pour vraiment te dire qui je suis en dehors de ce que je propose au monde. Mais globalement, je pense que des mots qui me caractériseraient, tu vois, c'est je suis une curieuse de nature. Ça, on en reparlera parce que ça fait partie du thème de notre discussion aujourd'hui. Je suis une passionnée. Ça fait partie du thème de notre précédente discussion. Ouais, je suis quelqu'un qui suis vraiment touche à tout dans les centres d'intérêt. Alors aujourd'hui, je travaille uniquement avec le human design, mais dans ma vie, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis, sinon, qu'est-ce que je suis? Je suis une ancienne parisienne, enfin marseillaise d'origine, ancienne parisienne qui vit maintenant au Pays Basque, sa meilleure vie. J'ai déménagé il y a quelques années et je me régale ici avec mon compagnon et mon chien. Et ça occupe une grosse partie en fait de ma vie aujourd'hui, ce que la région propose, ce que ça me permet en fait de reconnecter chez moi, la nature, tout ça, une qualité de vie bien différente dont j'avais vraiment besoin. Donc voilà, j'aspire à être moins mon travail et plus d'autres choses, mais peut-être à notre prochaine conversation, il y aura encore plus de relief à ce niveau-là. Ah, trop chouette. J'en profite juste pour faire un petit peu de pub que Mélissa ne m'a pas du tout demandé. Mais alors, je n'ai pas acheté son livre. Par contre, j'ai des très très bonnes amies qui ont acheté son livre et qui m'en ont fait des éloges. Donc voilà, je le dis en toute transparence, c'est pas moi. Je suis pas assez en France pour à chaque fois, et puis je suis pas assez enfin, sédentaire en France pour prendre le temps de me faire envoyer des livres. Donc c'est un peu un grand questionnement de ma vie en ce moment. Et parce que je dis ça parce que j'ai envie de l'avoir entre mes mains. Mais il y a un peu cette question de où est-ce que je le mets? Ma mère, elle en a marre de de mes piles de livres dans son garage. Donc voilà, mais je l'ai eu un petit peu entre mes mains et j'ai des amis très chers qui l'ont. Si vous passez par là, merci d'avoir partagé certains insights de Mélissa Semono à l'intérieur de son livre. Et donc je le recommande à toutes les personnes qui auraient envie justement de cette approche plus expérimentale que technique du savoir. Je trouve l'approche de ce que j'en comprends de ton livre très intéressant. Voilà, j'avais envie de faire cette petite parenthèse. Merci Cécilia. Let's go pour ce profil 3-5. Si vous aviez des trois mots pour résumer ce qu'est pour vous le profil 3-5. Est-ce que tu as envie de commencer, Mélissa? Oui, pourquoi pas. Alors, trois mots, c'est difficile. C'est difficile, parce que déjà, j'ai certains concepts qui viennent en eux-mêmes en deux, trois mots. Euh, Trois le concepts, ça premier, fonctionne aussi, hein. ouais, ouais, ouais. Il y a un mot, tu vois, qui n'existe pas en français comme beaucoup, hein, mais tu vois, c'est le mot en anglais, c'est relatable. C'est vraiment le fait, en français, je crois qu'on dit le fait de pouvoir être accessible au monde, enfin que les gens puissent s'identifier à toi et se trouver accessible. Ça, pour moi, c'est hyper fort, en fait, dans le 3-5. On pourra articuler pourquoi après. La notion probablement d'adaptabilité adaptabilité, flexibilité, tout ça. Je dirais la richesse du vécu transformé, ouais, la profondeur d'un vécu vraiment transformé et intégré. Hmm, ça me parle. Et pour toi, Barbara, ce serait quoi tes trois mots? Déjà, je trouve ça hyper intéressant comme formulation de question parce que j'adore avoir le retour de Mélissa. Moi, je suis partie sur la curiosité.
il y a une forme de gourmandise, je trouve, dans le profil 3-5, avec une notion d'exploration et définitivement de voyage. Moi, j'ai l'impression de vivre un voyage, que ce soit intérieur ou vraiment dans le mouvement à l'extérieur, mais il y a vraiment ça. Et puis la résilience. Si je devais donner trois thèmes, trois mots, ça serait ça, mais je résonne fort avec ce que Mélissa a proposé aussi. Bah, moi, je trouve que le profil 3-5, c'est un des profils que je trouve le plus riche et le moins mettable dans des cases. Je veux dire, alors, bien sûr, on a tous notre unicité et tous les profils ont leur unicité et toutes les personnes incarnent leur profil d'une manière différente, peu importe les profils. Mais vraiment, quand je me connecte à l'essence de ce que je ressens, qui est, et ce que je peux être en claire audience, clair savoir de ce 3-5, pour moi, c'est un monde entier. Enfin, il y a un truc qui est hyper vaste. Et d'ailleurs, je suis un peu euh, impressionnée à l'idée d'enregistrer ce podcast. C'est le podcast où moi-même, j'ai le moins d'insight sur ce que pourrait être d'incarner le 3-5, enfin, ce profil-là. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Comment est-ce que vous vivez l'influence de la ligne 3 en conscient, c'est-à-dire bah, dans cette partie plus de votre caractère? Est-ce que tu as envie de commencer, Barbara, à nous partager ta propre expérience là-dessus? Eh ben, je te dirais qu'il y a deux temps, moi, dans mon incarnation. Il y a eu quand je la subissais et que j'avais l'impression qu'en permanence, j'avais besoin de changer. Il y avait un truc de l'ennui assez rapidement dans ma carrière d'infirmière, par exemple. J'ai eu plein de spécialités. Un bagage, un CV qui est d'une polyvalence, mais qui est presque, bah, qui sort complètement des cases. Et puis j'ai découvert mon design et en particulier mon profil et je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait complètement partie de ce que j'étais, ce besoin de déménager, ce besoin de me déplacer, ce besoin de même au restaurant, tu vois, je suis pas du genre à aller tout le temps au même endroit. Et il y a quelque chose de cette gourmandise dans l'expérience et dans les sens qui est hyper importante, moi, pour cette ligne 3 qui m'invite à explorer, à tester, à expérimenter, à descendre dans le corps, dans ce que je ressens. Et je te dirais ça, je dirais vraiment qu'il y a eu ces deux temps. Je subis et en fait je rentre pas dans ce qu'on me demande d'être et j'ai l'impression de lutter en permanence avec mais arrête, calme-toi, tu fuis quelque chose. Et en fait, non, je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui, même dans mes relations. Je sais pas si on en parlera, mais dans les relations, c'est pas toujours évident d'être en lien avec des 3-5 parce que moi, je trouve qu'on va vite et on a une capacité à être tout à fait, à donner beaucoup, mais dans l'espace où on est présent et on est dispo à ça. Et puis après, bah, il peut se passer des mois, voire des années où j'alimente plus, mais parce que je suis nourrie par autre chose, puis je peux revenir. Et voilà, je dirais ça en influence de cette ligne 3, c'est apprendre à accepter aussi cette forme de rythme, cette Hmm. forme d'appétence pour la vie et pour le vivant. Hmm. Pour toi, Mélissa, elle se joue comment cette ligne 3 en conscient? Alors moi, je me retrouve évidemment beaucoup dans ce que vient de partager Barbara. Moi, je vais démarrer, tu vois, avec ce mot qu'elle a cité tout à l'heure, elle dans les trois, et qui était, tu vois, quelque part aussi pour moi dans mon esprit, c'est la notion de curiosité, ce besoin d'explorer en permanence, cette insatiabilité de découverte. Alors moi, comme je fais toujours des liens avec le reste de mon design, hein, parce que là, pour le sujet, en fait, on est toujours en train de découper les choses, mais ça n'existe pas de façon découpée. Donc, moi, c'est vrai que quand tu rajoutes à ça le fait que j'ai tête et ajna définis, donc il y a un surbesoin de stimulation intellectuelle, chez moi, ça va beaucoup passer, aujourd'hui en tout cas, par un besoin d'exploration intellectuelle. Ça a pu être à des moments, et ça reviendra probablement sur quelque chose de plus expérientiel dans le terme, dans le sens mon parcours. Voilà, moi, le design, c'est ma quatrième vie pro. Avant ça, j'ai eu trois espaces complètement différents qui semblaient n'avoir rien à voir les uns avec les autres, et on pourra en reparler, mais globalement, aujourd'hui, quand je me connecte à ça, c'est vraiment ce truc de, par exemple, n'importe qui peut venir me poser des questions sur les sujets qui m'intéressent. Par exemple, chez moi, ça va être beaucoup le corps, la santé alternative, la médecine naturelle, les approches parallèles, tout ça. J'ai forcément entendu parler et surtout probablement testé
quand quelqu'un vient me parler de quelque chose, c'est assez rare que peut-être quelqu'un dans mon groupe d'amis ou quoi m'apprenne quelque chose. Ça va plutôt être pas mal l'inverse sur ces trucs-là. Et je peux même pas compter le nombre de techniques et d'approches que j'ai testées, des plus classiques aux plus pointus. Et par exemple, c'est toujours hyper bizarre pour moi de découvrir, je sais pas, je donne un exemple hyper concret, quand je vais apprendre qu'il y a des adultes qui n'ont jamais eu de séance d'ostéopathie, par exemple. Moi, pour moi, c'est la préhistoire de mon expérimentation, ça. Ça me paraît dingue. Et je me dis, mais en fait, souvent, ça me rappelle. En fait, c'est comme si j'oubliais en fait cette partie-là de moi. Puis je dis, non, mais en fait, tout le monde n'a pas le même besoin de tester, d'explorer des choses. Ils sont juste allés chez le généraliste dans leur vie, quoi. Ça me paraît fou. Et il y a toujours un peu ce rappel de, ah oui, c'est vrai que j'ai pas forcément le même parcours par rapport à tout ce que j'explore. Et plus globalement, donc comme je disais, au niveau de ma vie professionnelle, donc il y a eu beaucoup de choses avant et j'ai une capacité à sentir assez rapidement ce qui ne va pas fonctionner. Ce qui, bon, comme j'ai le centre du spleen non défini, je vais peut-être pas avoir la même capacité. Enfin, je connais pas ton design, Barbara, mais j'ai quand même, moi, malgré ce besoin d'explorer, une vraie tendance aussi parfois à m'accrocher ou à regretter le fait de dire, ah mince, il va falloir changer ça, parce que il y a un peu un truc de ah ouais, mais je connaissais, donc même si c'est inconfortable, et je sens qu'il y a autre chose qui m'appelle, mais j'ai quand même beaucoup de résistance à mettre en place le changement quand c'est des grosses choses en fait. Mais globalement, c'est vrai que je l'ai pas mal fait dans ma vie. Et le human design, d'ailleurs, m'a réconciliée en fait avec ce côté-là, hein, parce que moi, à chaque virage professionnel, je me désespérais un peu, je m'auto-jugeais énormément, je me suis plantée. Est-ce que je vais finir par trouver le truc? Il doit bien exister quelque part, parce que c'est un peu ce qu'on nous vend. Et puis, en fait, le human design m'a vraiment apaisée à ce niveau-là et m'a permis, à l'inverse, en fait, même complètement, hein, d'aimer et de valoriser en fait la richesse de tout ce parcours. Et aujourd'hui, je suis complètement consciente de combien toutes mes expériences passées infusent aujourd'hui dans la moi que je propose au monde aujourd'hui et que j'expérimente pour moi, et que rien n'est perdu, que tout s'est transformé, que tout s'est installé. Donc maintenant, j'ai une vision qui est complètement différente là-dessus. À ce niveau-là, au niveau de mon parcours, pour moi, c'est complètement OK. Par contre, il va y avoir des aspects du 3 qui sont peut-être encore plus, toujours un petit peu compliqués pour moi. Par exemple, on parle beaucoup de pessimisme inné. Je ne sais pas si toi, Barbara, ça te parle, ça. En fait, on est tellement au contact de ce qui ne fonctionne pas. On est tellement en capacité enfin, et on a besoin dans notre parcours, en fait, d'aller se cogner dans les choses qui ne marchent pas pour nous pour pouvoir justement affiner, nuancer et aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Mais dans le parcours, il y a intrinsèquement ce pessimisme de, ouais, en fait, ça ne marche pas beaucoup. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans la vie. Et c'est une qualité, en fait, d'apporter ça au monde. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, et c'est peut-être lié à d'autres choses, donc bien sûr, dans ma vie et dans mon design, mais il y a vraiment ce truc où j'ai d'ailleurs cette phrase, en fait, qui fait rire tout le monde autour de moi, que j'avais dit un jour à ma mère, je sais plus, en me coinçant le pied dans la boue, en promenant mon chien qui était petit, je sais plus. Et j'étais super énervée. Bon, alors en plus, moi, je suis manifesteur, donc quand je suis en colère, voilà, ça explose. Et j'ai dit, mais on est vraiment constamment emmerdés, en fait. Et elle me filmait parce qu'elle voulait filmer le chien. Et en fait, le truc est resté. Maintenant, c'est un peu devenu ma trademark en rigolant avec mes amis. Parce que, bah oui, c'est vrai, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, il y a beaucoup de contrariétés, il y a beaucoup... Et en fait, moi, j'ai vraiment cette extra conscience de ça. Ça vient beaucoup aussi du 3. C'est que bah, j'ai tellement exploré, j'ai tellement vu, je sais, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Hmm. Et ça, ce pessimisme-là, en fait, c'est de réussir à transformer le fait qu'on n'aime pas les gens pessimistes, oh là là, mais il faut être positif, il faut voir le verre à moitié plein, etc. Ouais, mais il y a beaucoup de valeur, en fait, dans le fait d'être capable de dire aux gens, ça marche pas, ça n'a pas marché pour moi, ça m'a apporté ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de valeur là-dessus. Et donc, moi, j'essaye de transformer, et j'y suis pas encore, hein, je suis dans ce processus, en fait, d'accepter les choses qui marchent pas, que ça fait complètement partie de la vie, et que, du coup, dans ma transmission, il y a un truc très au contact, en fait, qui devient presque réaliste, plus que pessimiste, en fait, une honnêteté face à la vie, une sincérité de oui, elle est imparfaite, en fait. Et oui, elle nécessite des ajustements et du coup, moi, je trouve que ça renforce l'humanité. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les gens qui sont toujours... pendant longtemps, j'ai admiré ça. Là, ah, c'est super, ah, c'est génial. Il y a un peu un espèce de truc dans mon pif de... Est-ce qu'on est vraiment sincère là-dedans? Et ça Ouais. parle de moi, hein, mais il y a vraiment ce truc. Alors pareil, j'ai le canal 63.4 du scepticisme et de la méfiance. Donc moi, les infos qui viennent à moi, tout ça, je remets toujours en question. Mais il y a quand même beaucoup de cette influence du 3
Mais non, on le sait qu'on est constamment emmerdé. Donc, arrêtons de nous mentir. Et qu'est-ce qu'on danse avec ça, en fait? Qu'est-ce qu'on arrive à construire avec ça? Ça, c'est une partie qui est un peu plus compliquée pour moi, qui est liée aussi à la notion de perfectionnisme que le 3 doit dépasser. Et selon son background, selon son bagage, c'est plus ou moins facile selon ses traumas autour de la perfection ou pas. Et ça, pareil, c'est quelque chose sur lequel, moi, est beaucoup moins facile d'accepter. C'est-à-dire que mon parcours, je l'accepte. Par contre, accepter que les choses que je vais démarrer, les choses que je vais lancer, bah, il va y avoir des phases où ça va pas marcher, ça va pas être cool, ça va pas me plaire, ça va... Ça, c'est encore vraiment quelque chose qui, pour moi, est en process, quoi. Je trouve que ça ramène beaucoup d'humilité chez le 3-5, dans l'expérience de ce que, en tout cas de ce que moi je vis. Ça me ramène régulièrement à, et ben effectivement, à ces espèces de pessimistes et presque de fatigue. En fait, quelque part, je voudrais presque être à contre-courant de ce que je suis, parce que je voudrais me reposer, je voudrais être dans une sorte de truc un peu qui coule, avec une sorte de Mhm. facilité, et de pas me taper tout de suite dans le mur, et puis et de me relever, parce que je sais que j'ai la capacité de me relever, de remettre un pied devant l'autre et tout ça. Et moi, ça vient pas forcément avec le pessimisme, mais une forme de lassitude et de fatigue. Et en fait, je me vois faire, et puis je me vois entrer dans ma roue de hamster là. Et, et je le mets en parallèle du saut de la foi, mais le saut de la foi, c'est bien à condition de trouver quand même le moyen de dealer avec son système nerveux, parce que quand tu es en permanence en train de faire des sauts de puce pour aller au prochain niveau, parce que tu sais que ben quelque part tu es attendu sur une autre expérience, une autre rencontre, un autre voyage, un autre et en fait c'est infini. Donc je pense que dans la gourmandise, il y a aussi quelque chose à trouver dans une notion d'équilibre avec la ligne le profil 3. Entre la gourmandise et la gloutonnerie. C'est ça, c'est ça. Et mais c'est ça que je voulais te poser la question. C'est moi dans mon expérience du 3, il y a aussi un grand besoin de tester les opposés. C'est-à-dire, j'ai eu un régime alimentaire où j'ai arrêté de manger de la viande. Et puis, j'ai eu un régime alimentaire où j'en mangeais davantage pour trouver là où je suis. Et finalement, là où c'est juste. Est-ce que toi aussi, dans l'expérience de ce que tu fais, tu as besoin de tester les deux enfin quasiment deux polarités? J'avais jamais pensé comme ça. Je me considère globalement dans la vie comme quelqu'un d'assez extrême. Alors pareil, là, on est obligé de reprendre un peu d'autres choses. Il y a la porte 15 chez moi. Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent aussi jouer là-dedans. Mais ouais, alors les opposés, je sais pas. Tu vois, vraiment en termes de polarité. Maintenant, être capable, pareil, de mettre tout mon esprit, me convaincre d'un truc et de partir sur une voie et de dire c'est ça, ça y est, j'ai trouvé mon truc, nanana. Et puis en fait, quelques mois ou quelques années après, si je me retourne et, euh, et être convaincue de choses parfois opposées ou bien différentes et tout ça, ouais, ça, je le vois pas mal. Et c'est toujours une surprise parce que quand, je sais pas comment toi est ton centre de la tête et ton centre asma, mais moi, je suis tellement convaincue, en fait, quand ça part là-dessus, je sais, hein, quand ta tête et ton asma sont définis, tu sais, quoi. Et Moi, du c'est coup, vrai. c'est toujours une surprise pour moi de, ah ouais, non, en fait, ça a bougé. Parce que bah, toi, dans ton expérience, maintenant, tu vois, t'es habitué, en fait, ça va bouger. Ça fait partie de ta nature, cette fluctuation-là, c'est ce que t'es. Et moi, c'est toujours beaucoup plus surprenant. Et donc, dans les expériences aussi. Tu vois, bah non, ça y est, là, c'est bon. J'ai trouvé. Et ça me pète toujours un peu à la gueule de ah non, en fait, non, c'est vrai qu'on continue quand même d'avoir besoin d'expérimenter. On n'est pas posé, en fait. Le chemin continue. Et oui, je me retrouve aussi pas mal dans cette histoire de lassitude. Et je le vois parce que j'en parle beaucoup avec mes clients quand on échange sur le 3 en séance et sur leur parcours et leur acceptation, ou plutôt parfois leur non-acceptation de ça. Et je vois hein, parfois une forme de déception dans le. Mais ça, c'est le conditionnement. Hein, c'est le conditionnement de un jour, le voyage va s'arrêter et tu vas te poser sur une plage et tu vas te reposer parce que c'est ce qu'on te vend. Et je les vois toujours un peu genre, mais en fait, ça va jamais s'arrêter. Bah oui, mais maintenant, on ne sait pas de quelle nature ça va être. Ça ne veut pas dire que tu vas changer de mec ou de nana tous les 15 jours. Ça ne veut pas dire que tu vas changer de job tous les 15 jours. C'est pas ça qu'on veut dire. Mais oui, non, personne va te garantir un long fleuve tranquille. C'est pas ce que tu as choisi, quoi. Ouais, t'as pas signé pour ça, effectivement. Définitivement. Je sais pas si quelqu'un a signé pour ça, globalement, hein. En dehors des trois, je crois pas que ce soit le principe de l'humanité, mais c'est vrai que ça peut être accentué quand t'as un profil avec une ligne 3, quoi.
Ouais, t'as quand même une notion d'intensité qui est propre aux trois, quoi. Enfin, Mm. je trouve. Et je pense que c'est là où c'est important de se connaître et de se connaître dans son entièreté, pas juste que le design, parce que de nouveau, on n'est pas non plus des gourous qui disent ah, le human design résout. Enfin, en tout cas, c'est pas ma posture. Mais vraiment de se connaître dans son unicité pour prendre des choix toujours plus alignés et d'aller vers des expérimentations. En tout cas, c'est ce que je ressens chez le 3, ce truc de la maturité aussi d'un moment, bon, bah, ok, on va aller expérimenter et ça va être parfois challengeant, ça va parfois être inconfortable. Mais comme je me connais, et bah, j'essaye de prendre des décisions d'expérimentation toujours un peu plus alignées. Euh, Mm. Passons à la ligne 5, l'influence de votre ligne 5 en design, qui est donc ce leader visionnaire qui a des solutions à tous les problèmes. Barbara, est-ce que tu as envie de commencer de nous partager ta propre expérimentation de la ligne 5? Et ben écoute, je pensais pas partager ça, mais ce qui me vient spontanément, c'est peut-être une notion d'ombre déjà dans ma ligne 5. Moi, j'ai mon époux qui est décédé en 2018 et j'étais absolument convaincue de pouvoir le sauver. Et je crois qu'il y a ça dans ma ligne 5, dans l'expérience que je suis venue vivre, c'était de me confronter à une notion de posture de sauveur, je sais pas trop en fait comment mettre des mots dessus, mais c'est vraiment le premier truc qui me vient. Je pense que je suis pas non plus infirmière par hasard. Ma ligne 5 qui vient trouver des solutions et puis prendre soin de l'humanité qui s'exprime à travers ça. C'est un espace avec lequel aujourd'hui je dirais que l'influence qu'elle a, cette ligne, c'est probablement une vision de la santé qui est en avance sur son temps, c'est un peu étrange à dire, tu vois, mais en tout cas qui est décalée par rapport à ce qu'on expérimente aujourd'hui et qui me paraît mais, une aberration de voir encore comment on, on traite les gens, parce que pour moi, on n'en prend pas soin aujourd'hui, tu vois, il y a vraiment des espaces où ça manque cruellement de soins, de considération, de respect, de reconnaissance, tout ça. Et ma ligne 5 moi, elle me montre quand même qu'il y a une autre voie qui est possible. Et donc, je dirais ça. Je dirais aussi une capacité à fédérer, à rassembler à travers cette expérience, cette vision, et d'aller explorer ensemble, d'avoir des solutions. En tout cas, d'avoir une solution que moi j'expérimente et qui résonne avec ce que je suis, et cette idée que, avec beaucoup de discernement, en tout cas ce qui me semble important de partager et de l'exprimer, d'en témoigner, d'avancer là-dessus. Je, je dirais ça en fait sur l'influence de cette ligne 5 moi dans mon design. Mais je sens encore qu'il y a dans certains espaces chez moi une forme de pudeur. Enfin, c'est quelque chose qui est encore. J'en ai conscience, mais c'est évidemment quelque chose d'inconscient chez moi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus d'aisance dans ma ligne 3 que dans ma ligne 5. Et je pense que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai eu une question il n'y a pas très longtemps sur Instagram d'une personne qui me disait, ah, je suis 2,5, du coup, je peux écouter ce que tu as dit et en prendre à la lettre. Et bon, ma réponse a été, tu peux t'en inspirer, comprendre les enjeux de chacune des lignes, mais en fait, le fait que ce soit en conscient ou en design, ça influence énormément de choses, notamment dans la perception même qu'on peut avoir de l'influence de cette ligne. Parce que bah, justement, c'est souvent des comportements euh, euh, moins assumés, moins reconnus, des parts de nous moins vues. Donc, je dis juste ça pour si d'autres se posent la question, ah, est-ce que, ah, je suis, non, 5-3, ça n'existe pas, mais voilà, si je suis l'inverse, est-ce que je peux m'en inspirer et faire comme les personnes qui en parlent? Bah oui, oui, d'une certaine manière, parce que c'est toujours de l'expérimentation, c'est toujours de la compréhension, mais c'est plutôt revenir à oh, qu'est-ce qui résonne juste. Qu'est-ce qui résonne dans ma souveraineté? Ah ouais, cette part-là, ça me parle parce que, mais aussi laisser de côté ce qui va pas parler parce qu'en fait, non, c'est pas la même chose. Mm. Tu voulais dire quelque chose d'autre, Barbara, je crois, à un moment. Ouais, je voulais dire aussi que
Par contre, ça pouvait mettre une forme de clarté ou de compréhension sur ce que les autres te renvoient et expriment de ce qu'ils perçoivent de ce que tu es. Et en fait, moi, donc avant le design, je pense que je pensais que les gens étaient bizarres, étranges, qui projetaient des choses, parce qu'il y a beaucoup de projections, beaucoup d'attentes sur ouais, la ligne 5. Et en fait, ça m'a quand même permis de mettre, ouais, en tout cas d'aller explorer et de voir que ça résonnait, en tout cas chez eux, et voir comment ça me faisait me sentir à l'intérieur, à l'intérieur. Merci. Et Mélissa, est-ce que tu as envie de nous partager l'influence de ta ligne 5 en design? Déjà, ça m'a pas mal parlé, ce avec quoi tu as démarré cette dernière réponse, Barbara. Ça a mis le doigt sur un truc que j'avais jamais vraiment conscientisé, euh, enfin, qui est au travail en ce moment, tu vois, la notion de sauveur, dans toute son inconscience, en fait. Parce que euh, moi, par exemple, quand j'ai découvert que mon chemin de vie en numérologie, c'était le 6, qui s'inscrit aussi pas mal dans cette notion de responsabilité face aux autres, du soin, etc. Je me suis pas du tout reconnue, en fait. J'étais, mais vraiment, il a fallu me l'expliquer 18 fois, d'autres manières, me donner plein d'exemples, que quelqu'un qui me connaisse bien puisse tracer un peu des exemples qu'elle voit dans ma vie, dans ma façon d'exister, pour que ça commence à monter au cerveau, en fait. Oui, peut-être, parce que c'est une partie de moi qui est bah, vraiment inconsciente. Et pour autant, après, quand on attire mon attention dessus, je veux dire, bah oui, évidemment, ne serait-ce que dans mon travail, en fait, je me sens responsable de la qualité et du côté sacré de ce que j'apporte. Alors, bien sûr, il faut travailler un peu sur ce côté responsabilité et où elle commence et où elle s'arrête. Parce que justement, comme tu le disais, il y a vraiment ce champ de projection, ces attentes. Alors toi, c'est rigolo, tu disais que ça t'aidait à clarifier les choses en toi. Alors que moi, justement, je suis quand même pas mal dans cette notion de un peu méfiance, slash, qu'on appelle un peu la paranoïa du 5, où on sait tellement, même avant le design vient poser des mots dessus, mais en fait, on sait que les autres peuvent voir des choses de nous, percevoir des choses de nous qui ne sont pas toujours du tout justes avec qui on est, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut proposer, quelle mission on peut réellement accompagner ou pas. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un peu ce truc-là où euh, je prends vraiment soin très souvent de clarifier les choses, de m'assurer, en fait. Ça vient un peu exacerber un côté un peu contrôlant, tu vois, parce qu'il faut mettre un peu les choses au point et j'y pense notamment dans mes accompagnements. Hein, là, par exemple, je suis en train de retravailler la page descriptive de mes séances et je m'aperçois que ce qui manquait beaucoup, et ça a pris 5 ans pour que je le réalise, c'est justement de clarifier ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Là, je viens de rédiger un article de blog, je sais même pas s'il va sortir un jour ou pas, parce que je suis encore en train de l'infuser avec mon autorité émotionnelle. Qu'est-ce que ça n'est pas pour moi le human design? Il y a vraiment ce truc-là d'aller en permanence essayer de clarifier, démystifier, rendre plus transparent en fait, pour éviter eh bien, les fausses projections, les attentes qui peuvent être placées sur moi et qui, pour le coup, en fait, ça aussi, moi, je vois bien le rapport, tu vois, entre le 3 et le 5. Le 3 où moi, j'ai encore ce gros travail à faire au niveau du perfectionnisme, couplé au 5, c'est quelque chose qui est très ambigu, qui est très tiraillant, en fait, parce que le 5, on va dire, ah, t'es super, t'es génial, tu peux m'aider là-dessus et tout. Et toi, t'as l'impression d'être là, mais non, mais moi, là, je vais me planter, je vais encore me planter. Surtout, n'attendez pas à des trucs incroyables de moi, parce que potentiellement, vous pouvez être vraiment déçus. Et du coup, c'est très important pour moi d'être toujours en train de clarifier ça, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Et quand je le vois aussi de manière inconsciente, ça va être aussi toujours ce côté assez surprenant pour moi quand je suis mise face à l'impact que je peux avoir. Les impressions des gens après une conférence, un atelier ou peu importe. Ou même, tu vois, ce que tu partageais, je ne sais plus si on était en off ou je crois, au début, Cécilia, sur que les gens ont adoré le podcast qu'on a enregistré toutes les deux et tout. C'est toujours un peu genre, ah bon, ah, il y a toujours un peu un truc qui tombe de la lune parce que bah, ça t'impacte et cette influence et ouais, cette relation-là au monde, bah, en fait, elle est très inconsciente. Donc, pour moi, Alors, avec le temps, comme maintenant, au bout d'un moment, quand ça se présente plusieurs fois, tu commences à avoir un truc qui s'intègre un peu. Mais globalement, je sens bien que c'est toujours un peu une surprise. Moi, je vais avoir toujours beaucoup plus facilement accessible le côté eh merde, je me suis plantée que le côté j'ai aidé quelqu'un, j'ai solutionné, j'ai apporté quelque chose. On voit là que le 3 est conscient et que le 5, chez moi, est inconscient, quoi. Ça te parle, Barbara? T'as envie de rebondir sur quelque chose?
Bah écoute, évidemment ça me parle et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir en fait des retours comme ça parce que tu l'exprimes d'une façon qui vient aussi probablement répondre avec des expériences que j'ai vécues et, euh, et ouais, je trouve ça riche en fait dans ta façon de l'exprimer, d'avoir deux points de vue et de confronter ces expériences. Euh, je pense qu'il y a un grand besoin chez enfin, chez le 5 inconscient en tout cas de clarifier, de clarté, parce que tu l'as exprimé plusieurs fois et moi je me rends compte que dans plein d'espaces, que ça soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro, j'ai besoin de mettre de la clarté, les mots justes. Alors, c'est peut-être aussi mon côté MG et pointe de manifestor, voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose de ce besoin que les choses soient posées, qu'elles soient fiables, en fait, qu'on puisse se relier à quelque chose de concret, tu vois, de presque tangible dans les mots. Et voilà. Ouais, merci beaucoup, Mélissa, pour tes mots. Bah, du coup, je voudrais rebondir aussi, tu vois, quand tu parles de concret, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça et ça, c'est le truc le plus, enfin, un des trucs les plus présents chez moi, tu vois, au niveau, quand on se concentre sur la partie apporter des solutions et voilà, alors bien sûr, je le vois majoritairement dans mon travail, mais pas que. Je vois même parfois un peu un côté que j'appellerais un peu yang masculin là-dessus. Comment on peut agir dans le concret, quoi. Il nous faut une solution. Et parfois, je vais avoir un petit peu plus de mal avec l'écoute, la réceptivité, le machin. Je vais avoir un réflexe de, OK, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Dans la vraie vie, comment ça peut se traduire? Et c'est vrai que dans mes séances, c'est un peu pareil. Je tiens toujours à partir de la vie réelle de la personne que je rencontre. Donc, il y a toujours un moment au début même si évidemment toutes mes séances c'est un échange et en ping-pong et voilà, mais le début, j'ai besoin d'entendre la personne qui me parle de ce qu'elle traverse, qui me parle de sa vie, et j'ai toujours tendance à rediriger quand ça part un peu dans ce que j'appelle le brouhaha, un peu évaporé, évanescent, de tu comprends, il se passe ça parce que je sens que dans les énergies, ok, dans la vraie vie. Comment ça se manifeste dans tes relations, quelles sont tes questions au niveau dans quoi tu te sens bloqué. Enfin, je vais souvent avoir tendance à ramener à ça euh, parce que moi, c'est vrai, et puis je le fais aussi de façon, euh, enfin, comment dire, c'est parce que je sens par expérience que c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, ça m'intéresse pas de faire la liste des potentiels de quelqu'un qui peut-être un jour s'exprimerait, mais on n'en sait rien, de quelle manière. En fait, ça m'intéresse pas. Moi, c'est d'ailleurs aussi souvent ce qui est apprécié dans mon travail et qui me surprend quand on me le dit, hein. Mais c'est aussi ce que j'ai voulu infuser dans mon livre. C'est le concret, c'est de quoi on parle de façon ancrée, pertinente, et tout ce qui est un peu blabla, volatile, ça m'intéresse moins. Ça aussi, tu vois, qu'est-ce qu'on fait avec nos solutions pragmatiques pour faire bouger les choses efficacement? Hmm. Je trouve qu'il y a vraiment une notion d'impact, mais d'impact dans la matière, en fait. Tu Ouais. viens t'incarner et t'es un être terrestre qui vient faire une expérience. Ça, je pense que c'est aussi majoré par le 3, hein, qui vient quand même te dire que tu fais une expérience et que tu viens expérimenter, c'est pas rien. Et ce pragmatisme, il est très en lien avec le 5. Et je pense que c'est ce qu'on nous invite à faire, en fait, à avoir des enfin avoir des visions, je sais pas, en tout cas avoir un côté visionnaire et de savoir où on va, mais de venir le mettre dans la matière, dans une densité, dans quelque chose où ça sert en fait. Ah, on n'a pas parlé d'un truc, je sais pas comment tu le vis, toi. C'est la partie, tu sais, l'influence majoritaire, ou en tout cas plus ressentie, chez les inconnus et le rapport à la familiarité. Est-ce que toi, tu sens que il y a quelque chose de différent qui s'installe quand tu restes dans une relation, dans une situation ou peut-être dans tes accompagnements? Est-ce que tu as testé des choses plus one-shot et des choses plus longue durée vis-à-vis de ta durée d'intervention? Tu sais ce qu'on dit de je rentre, je sors, j'apporte une solution, puis je passe à autre chose en fait. Et j'ai pas forcément toujours vocation à rester de façon plus pérenne dans des situations, des relations. Ouais, moi je l'expérimente peut-être avec une nuance, c'est-à-dire que je sens que dans ce que j'apporte, j'ai besoin de stabilité et de poser les choses pendant en général 15-20 semaines, mais que j'ai besoin que ça aille vite, profondément, qu'il y ait une vraie rupture avec l'état antérieur, et puis à la fin,
l'idée, c'est que nos chemins, alors pas forcément se séparent, si tu veux, il y a une notion de lien qui va rester, mais moi j'ai fait ce que j'ai, enfin, j'ai offert l'espace que j'avais besoin d'offrir, et, euh, et je pense que c'est un petit peu différent dans mes accompagnements et dans ce que je peux offrir dans des conférences ou dans des échanges moins ciblés. Et là où j'ai plus d'aisance à toucher de ce que je peux percevoir, euh, des résonances, enfin des choses qui viennent être euh, précieuses pour les personnes. En fait, il y a un autre rapport qui se fait. Et ça, je pense que c'est mon 5. Il y a quelque chose du 3 dans mes accompagnements individuels, forcément avec le 5, mais pas que de la proximité, d'une relation de confiance, de quelque chose qui se met en place sur un moyen terme. Et puis de d'autres espaces où j'ai une autre posture et où là j'ai besoin que, en fait, j'ai pas besoin, ça se fait presque spontanément finalement. Toi, tu le vis comment? Moi, tu sais, ça fait partie de la liste si je devais retenir allez, la dizaine de trucs qui ont été les plus révélateurs dans les premiers temps, les tout premiers temps avec mon design. Euh, les plus grandes résonances, il y avait ce truc-là quand j'ai découvert cette notion qu'on retrouve d'abord chez le 3, hein, les liens qui se tissent, qui se rompent ou qui se distendent ou qui se redéfinissent. Et le 5 avec cette temporalité de je rentre, j'apporte une solution concrète euh, et je ne peux pas avoir cette notion de transformation et de faire bouger le statu quo, je ne peux pas l'avoir tous les jours en fait. Donc, il y a forcément une temporalité et un côté un peu archétype du consultant, quoi. Je rentre, je résous le truc et je ressors. Et ça, c'était venu, mais vraiment tellement apaiser un ressenti que j'avais et que je jugeais beaucoup. Bah, par exemple, dans ma vie, juste avant, j'étais coach sportif. Et il y a quand même si tu vois des gens différents, il y a quand même une récurrence, une régularité. Et moi, j'avais rencontré mon compagnon qui, lui, était coach sportif à l'époque depuis 10 ans. Moi, c'était pas enfin, lui, c'était pas une reconversion. Et moi, je voyais que je faisais un pack de 5 séances, 10 séances avec les gens. Après, ok, t'es sympa, j'adorerais qu'on reste potes, qu'on aille boire des cafés, machin. Par contre, moi, je sens que mon influence, elle est plus là, en fait. Et lui, quand il me disait qu'il coachait des gens depuis 10 ans, 12 ans, je mais moi, ça, je ne pourrais pas, en fait. Et je ne comprenais pas et je le jugeais. Je me dis, mais c'est moi, il y a un problème, je ne vais pas suffisamment loin avec les gens, c'est quoi le sujet? Et quand j'ai découvert que ça faisait partie de mon fonctionnement, c'est venu vraiment apaiser ça. Et à l'heure de dessiner mes accompagnements en design à la base, j'ai vraiment insisté à tester le côté one-shot. Et je l'ai gardé. Et je ne viens qu'au bout de 5 ans de commencer à proposer. Alors, j'avais toujours des séances de suivi, mais c'est à la carte, donc on ne sait jamais quand les gens reviennent. Mais je partais pas du tout sur des accompagnements de plusieurs mois, etc. Et là, aujourd'hui, tu vois, je trempe un petit peu mon orteil dans quelque chose de différent en proposant des packs de 3 séances sur 2 mois. Pour moi, c'est énorme. Quand tu dis déjà des trucs sur 15 à 20 semaines, pour moi, c'est genre, oh, c'est étouffant parce que j'ai ce besoin de rencontrer des personnes nouvelles, d'être face à des inconnus quand j'ouvre mon Zoom, ou alors, je suis hyper contente de retrouver quelqu'un 2 mois, 6 mois après, parfois un an ou deux après. Et je trouve ça génial. Là, en ce moment, j'ai que des suivis, c'est rigolo. Il y a des périodes où je ne revois pas les gens et puis des moments où ça revient. Mais ça, c'est un truc avec lequel je travaille, c'est-à-dire à la fois, je l'ai bien accepté, mais du coup, maintenant, je veux aussi travailler à ne pas être justement dans cette paranoïa et être vraiment dans le truc de ça peut être OK aussi de changer et de tester autrement. Et c'est pour ça que j'ai dit, ah, OK, alors maintenant, je vais faire 3 séances. On va voir comment ça se passe. Et est-ce que j'ai toujours l'impression d'avoir un impact ou est-ce que ce qu'on dit en design quand on parle de la ligne 5, on dit que la familiarité entraîne la complaisance. Et que du coup, plus tu connais les gens, moins tu es efficace, moins tu es laser focus, moins tout ça. Et ça, c'est quand même quelque chose que je vois pas mal chez moi. Ouais, Et presque aussi tout. du fait que notre influence sur les étrangers, moi, je le vois quand même beaucoup. C'est-à-dire que oui, mes amis, ça les a beaucoup intéressés au début. Aujourd'hui, ils me posent pas vraiment plus de questions que ça sur leur design. On n'en parle vraiment pas beaucoup. Enfin, moi, ça infuse dans ma vision du monde, mais ils viennent pas me chercher pour ça, etc. Et à l'inverse, les gens qui ne me connaissent pas, ça marche beaucoup mieux, quoi. Ça, je sais pas d'ailleurs, toi, comment tu le vois, la familiarité, ta relation aux inconnus. Bah, il y a quelque chose de l'intensité, moi, qui vient me nourrir de l'inconnu, du champ des possibles qui s'ouvre. Enfin, ça vient susciter un intérêt, ça nourrit mon besoin de curiosité. Euh, Il y a quelque chose de la surprise aussi. Je pense que j'aime être dans la surprise et j'aime être
une nouvelle page en permanence, si tu veux. Il y a quelque chose de pas savoir. J'ai pas d'attente sur ce qui va être. Et moi, j'adore ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu t'exprimais, moi, je sentais mon sacral qui me disait vas-y, reviens, on refait des tests, des tests de one-shot et on invite des personnes à, à revenir. Ah, t'as C'est répondu rigolo. à ça? Ah ouais, C'est drôle, ouais. c'est rigolo, ouais, merci. Je t'en prie. Et tu vois, en plus, par contraste, moi, je vis avec quelqu'un qui a une ligne 4. Mon compagnon est 2-4. Et Ouais. alors, vraiment, on est tous les deux des archétypes. On incarne vraiment ces côtés-là. Moi, le 5, lui, le 4. Donc, tous les deux inconscients. Hein. Où lui, c'est quand quelqu'un vient il ne travaille, il est coach sportif, il ne travaille qu'avec des gens par le bouche à oreille, par le réseau, par les recommandations, par les clients existants. Et quand il reçoit un DM Instagram qui se met dans la boîte, tu sais, des pas connus là, et qui lui demande ses tarifs ou quoi, on dirait une biche prise dans les phares d'une voiture. Regarde, j'ai reçu un message. Qu'est-ce qu'il veut? Je dis, bah, je sais pas, apparemment, il te demande tes tarifs. Mais je le connais pas. Et ça, mais c'est des trucs, ça me fait mourir de rire. Et moi, je passe ma vie à bosser avec des inconnus. Je connais pas les gens. Quand je cherche des thérapeutes, très souvent, ça veut pas dire que c'est exclusif parce que par je passe que par des inconnus. Il y a de temps en temps des recommandations. Mais globalement, moi, j'ai aucun souci à aller sur Google, regarder les avis, laisser infuser dans mon autorité émotionnelle. Est-ce que j'ai envie de te voir et tout? Et je vais rentrer de là en disant, ah, ce mec, il est super. Là, mon mec, il va y aller. Tu vois, mais il va pas aller débarquer chez un thérapeute qu'il connaît pas, ou si je fais venir un électricien à la maison qui est pas sur recommandation, il est en panique. Moi, je suis là, bah non, il avait des très bons avis, il est très bien. Mais il est venu à la maison, bah oui, C'est rigolo c'est rigolo. Ça, c'est ce hyper un miroir. exemple hyper concret, on le vit tous les jours, quoi. J'adore vous écouter, vous êtes passionnante et je suis sûre que celles qui vont nous écouter vont penser exactement la même chose que nous. D'ailleurs, je fais une petite pause, n'hésitez pas à aller suivre Mélissa et Barbara sur leur réseau et de leur faire un retour aussi pour que Mélissa voit l'influence qu'elle peut avoir, enfin, pour que Oh. Mélissa et Barbara voient l'influence qu'elles peuvent avoir sur des inconnus. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner? On va essayer de s'en limiter à deux par personne. Je sais que ça peut être limitant et je suis désolée, mais c'est pour aussi tenir le cadre de cet espace. À une personne qui pourrait avoir un profil 3-5, on peut en partir dans un premier temps sur des conseils généraux. Et puis après, on parlera un peu plus dans la gestion entrepreneuriale. Comme je suis quand même coach business, donc le public de mon podcast est quand même exclusivement entrepreneurial, même si on sait que l'entreprise, c'est pas juste la question stratégie, machin, argent, offre, mais c'est aussi bien-être, vie perso. Donc voilà pourquoi on va d'abord donner des conseils plus généraux et puis après on fera un petit focus ensemble. Mélissa, est-ce que tu as envie de commencer? Oui. En nuançant quand même avec le fait que moi, je ne considère pas être en position de donner des conseils. Je ne me trouve pas si bien placée que ça pour le faire. Parce que j'ai encore énormément de challenges, moi, avec mon propre, comme je le disais, avec mon propre perfectionnisme, qui peut encore beaucoup me brider. Donc, c'est plus des partages d'expériences, en fait, que je pourrais donner et qui feront office de conseils, du coup, concrets. Moi, c'est que j'ai été obligée, en fait, de constater à quel point les partages les plus honnêtes, les plus authentiques que j'ai pu faire, bah, sont ceux qui ont eu le plus d'impact, le plus de retours, en fait, d'après les personnes qui les ont reçus. Et je pense particulièrement à un exemple concret. C'est une newsletter que j'ai envoyée l'année dernière pour annoncer bah, la sortie prochaine de mon livre, alors que j'avais rien dit du tout. Donc, full perfectionnisme là-dessus. Hein. On n'est pas sûr que j'arrive, on n'est pas sûr qu'il soit sorti, qu'il soit publié, tout ça. Donc, j'avais un peu caché les choses. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé de partager mon processus qui a été très douloureux, globalement assez désagréable d'écriture, et de le faire de la façon la plus honnête possible. Et parce que j'avais beaucoup de peur. Par exemple, le perfectionnisme me disait que si je disais à quel point j'avais souffert en écrivant ce livre, eh bien, personne ne voudrait le lire parce qu'on dirait, non, mais attends, il est porteur d'énergie négative, elle l'a fait à contre-cœur et tout ça, alors que c'est même pas ça. Et en fait, finalement, j'ai été vraiment ouais, la plus honnête possible. J'ai partagé les peurs qui allaient avec, même y compris, je suis allée aussi loin, j'aurais jamais cru dire aux gens que une de mes peurs en publiant ce livre et de le vouloir et de le faire aussi complet, bah, ce serait que plus personne voudrait travailler avec moi. Parce qu'en fait, ils auraient toutes les réponses dans le livre et que plus personne travaillerait avec moi. C'est pas du tout ce qui s'est produit, mais ça faisait partie de mes peurs, en fait. Et, euh, et donc voilà, je me suis clairement mise à nu dans cette newsletter. Alors peut-être que pour des gens, c'était pas énorme s'ils ont l'habitude de l'être plus souvent, mais pour moi, c'était vraiment beaucoup. Et j'ai jamais eu autant de retours sur une newsletter que sur celle-là. Et elle a vraiment permis aux gens de connecter avec moi d'une manière complètement différente.
Et ajoutons à ça le fait qu'en tant que manifesteur, on ne me lit pas forcément facilement, hein, je suis dans mon cocon, dans ma bulle. Et donc, c'était aussi une manière d'informer, d'ouvrir une fenêtre sur mon processus. Mais, mais c'est vrai que j'ai été obligée de constater à quel point tout ce qu'on dit sur l'authenticité, la relatability, tout ça au niveau de ce profil-là, en fait, de ce partage d'expérience et en quoi, voilà, concrètement, comment ça s'est passé concrètement pour moi, bah, en fait, quand on est très honnête, très sincère, même si ça peut faire hyper peur, bah, moi, j'étais obligée de constater à quel point être dans le vrai, ça avait une influence énorme sur mon impact. Et donc, le conseil, en fait, il est celui-là, déguisé dans cette expérience. C'est forcez-vous un peu parfois. L'idée, c'est pas de se balader à poil en permanence, mais peut-être se forcer un petit peu à aller regarder ce qu'on va trouver honteux, ce qu'on va trouver moins glorieux, ce qu'on va vouloir un peu avoir tendance de prime abord à vouloir un peu cacher sous le tapis, notamment quand on est entrepreneur comme ça et qu'on a une position un peu visible sur les réseaux ou peu importe, et d'essayer de, bah, même si on ne le partage pas, d'au moins en prendre conscience. C'est-à-dire ça, je suis en train d'essayer de le cacher, il y a peut-être une pépite derrière. Peut-être je suis pas prête de le partager aujourd'hui, mais en tout cas, je me vois faire et me dire ça, c'est pas beau. Bah ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est là qu'il y a un truc cool à partager. C'est pas devenu une seconde nature chez moi encore, hein. Mais, mais ça a été une expérience qui a été marquante et qui, du coup, débouche sur peut-être ce conseil-là. Hmm. Ça me parle beaucoup. Moi, il y avait aussi quelque chose qui était beaucoup à l'intérieur de moi quand je vous ai écouté au début de ce podcast. C'est aussi le fait, il y a un peu ce truc dans ce que je ressens d'oser être soi, dans le sens, et d'oser assumer son parcours. Parce que justement, avec ces 75 millions de casquettes, alors en plus, manifesting générateur, ça m'étonne mais tellement pas que tu aies une spécialisation longue comme nos bras. Mais moi, ce que je vois quand j'accompagne des 3-5, il y a toujours ce truc au début, ouais, mais t'as vu, j'ai fait ça n'a pas de cohérence. Aujourd'hui, je veux faire ça, mais comment est-ce que je vais pouvoir être pris au sérieux? Je vois que je vois que j'ai quelque chose que j'ai envie de partager. C'est du plus profond de mon cœur. Il y a vraiment cette question, bah, justement, d'avoir cette solution, entre guillemets. Parce que bon, il y a des solutions à rien, comme il y a des conseils à rien. C'est vrai que j'ai mis conseils, mais moi, je préfère partager des pistes d'exploration, des, des, des espaces de partage et que les gens sentent si ça résonne. Et vraiment, ce que j'avais envie de dire aux 3-5 qui nous écoutent, ou peut-être aussi aux accompagnants qui accompagnent des 3-5, de revenir à, OK, justement, quels sont les beaux apprentissages, les leçons, enfin, les cadeaux derrière chacune de mes expériences. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux le mettre au service de ma vie, mais au service aussi du collectif et de ce que j'ai envie d'apporter. Et que ce soit dans notre vie perso ou un autre impact. Je trouve la vulnérabilité des 3-5 à ce moment-là, quand elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai branlé avec ma vie pourquoi tant je trouve ça vraiment, enfin moi c'est des séances dont je me rappelle, je me rappelle vraiment de deux clientes où c'était mais hyper touchant d'arriver à la session du mind design et de leur dire mais en fait t'es 3-5 et that's why et genre valide ton parcours. Je crois qu'il y a moi c'est ce que j'avais vraiment envie de partager. Barbara, tu vois quelque chose que tu Moi, auras j'ai envie de partager peut-être le conseil que je me serais donné à une époque. Quand j'ai eu un projet de reconversion, je savais où je voulais aller. Et en fait, ça prenait pas. Je comprenais pas comment je pouvais passer de là où j'étais à là où je voulais être. Et la première étape, ça a été d'accepter qu'avant d'avoir la version de moi de 2024, par exemple, ou 2025, j'avais besoin de passer par la version du jour d'après. Et en fait, c'était de faire la paix avec, ok, ben, en fait, ça va se passer par étapes et je vais nourrir des élans, je vais nourrir la spontanéité, je vais nourrir la joie à certains moments. Et pour l'instant, je sais pas comment je les relie les uns avec les autres. Mais c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai repris goût à eh ben, avancer en fait et à cheminer et à reprendre mon bâton de pèlerin et puis de me remettre en marche. Mais il y a vraiment ça d'accepter d'avoir une version initiale avant une version finale, entre guillemets. Hmm. Et sur un côté plus gestion dans ton entreprise et dans ton processus entrepreneurial, il y a quelque chose qui, alors je sais que même ce qu'on a partagé peut totalement avoir lien, mais est-ce que tu vois un autre conseil que tu aurais envie de partager, Barbara?
Moi, ça serait de faire la paix avec la perfectionniste en moi, et je pense en particulier au podcast avec lequel je deal. Écoute, ça serait pas un conseil, ça serait d'accepter que j'avais envie de faire un épisode qui s'appelle l'éloge de la médiocrité, et de revenir à la posture de débutant et à cette notion d'émerveillement, de curiosité et dans son business aussi, de reprendre de l'espace pour être curieuse, pour simplement voir que votre version actuelle, parfois, eh ben, c'est déjà la version plus 10 de la personne que vous étiez il y a quelques mois, quelques années. Et ça serait ça, tu vois, de ramener un peu de souplesse et de paix là-dedans. Je sais pas si ça parlera, mais moi, ça serait en tout cas celui que j'aurais envie de me dire pour la suite. Moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle aussi de cette ligne 5 que moi j'ai en conscient. Alors, et qui s'est beaucoup joué avec cette ligne 2 que je n'ai jamais acceptée. En fait, j'ai toujours été plutôt quelqu'un d'extraverti. Quand je vois les 5-2 des personnes introverties, I don't get it. Par contre, je comprends ce côté peut-être introverti de l'extroverti. Ce truc. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que il y a vraiment eu un moment où du coup j'ai dû vraiment m'enfermer dans ma grotte et il y a eu tout un espace de jugement de toute cette période-là et de trucs de mais meuf, qu'est-ce que tu fais? C'est pas parfait et de remise en question de qu'est-ce qu'était la perfection. Et c'est un moment où l'un des exercices que je préférais faire, c'était apprendre à être médiocre. Et donc je commençais des activités et j'étais nulle. Je suis pas douée, enfin je fais des bonhommes bâtons et je me mettais à peindre pendant des années. Mais moi, j'avais mes aquarelles, peu importe où j'allais, et je ne sais toujours rien faire avec une aquarelle, à part faire des points et mettre de la couleur. Et ce plaisir à redevenir médiocre et avoir aucune importance de la qualité, enfin ouais, du rendu final, mais vraiment plutôt de me concentrer sur le processus, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à faire la paix avec mon fonctionnement propre et avec notamment ce perfectionnisme. Donc, merci beaucoup parce que ça m'a vraiment ramené à cette époque-là dans les Landes, parce que moi, je suis landaise, enfin, je suis originaire de Paris et j'ai grandi dans les Landes. Ma base, c'est dans les Landes. Et donc, en 2020, quand je suis revenue après le confinement, après avoir vécu 5 ans, 4 ans en Amérique latine, euh, totalement perdue dans ma vie, bah, je passais des heures avec mes aquarelles. J'y allais à vélo, il y a 20 km pour aller à chaque fois. Et je passais des heures à peindre n'importe quoi. Et c'était aimer la médiocrité, aimer le fait que j'étais nulle à vélo et que pourtant c'était mon seul moyen de transport. Aimer le fait que j'étais nulle en danse et pourtant c'était mon activité préférée. Aimer ma médiocrité, ça m'a vraiment apporté beaucoup de respiration à Hmm. l'intérieur du corps. Mélissa, si tu avais un deuxième conseil, peut-être un peu plus que tu veux d'ailleurs. Deuxième piste Un d'exploration, peu moins désolée. médiocre que le... Euh, euh, mais je pense que c'est juste remettre peut-être un peu plus dans le contexte business, mais c'est des choses dont on a déjà parlé. C'est euh, peut-être la chance d'être à son compte, c'est d'avoir plus la main en fait sur les contours de ce qu'on fait et du coup bah, vraiment pouvoir accepter ces parties-là et infuser ces dimensions expérientielles, testeurs mais aussi sur l'évolutivité, en fait, de vraiment pouvoir en permanence avoir une enveloppe, un conteneur, en fait, que ce business soit un conteneur de votre propre évolution, de votre propre parcours, et d'éviter de s'attacher trop fort avec une seule façon de faire les choses, ou une identité, ou voilà, j'ai proposé mes services de cette manière, ça a bien marché, ou là là là. Ouais, mais si à l'intérieur de toi, il y a un truc qui te donne envie de faire bouger les lignes, de changer des choses, d'éviter de se scléroser en fait là-dessus et d'accepter que justement tu n'es jamais autant magnétique, je crois, que quand tu es authentique. Et du coup, si tu es en train de continuer à proposer des offres qui sont peut-être plus totalement en résonance, bah là aussi, ça me va manquer d'authenticité parce qu'en fait, c'est plus le reflet de qui tu es vraiment. Euh, et puis, euh, et puis ouais, accepter de faire bouger les choses pour être le reflet de ce parcours qui n'a pas à être clair, qui n'a pas à être parfait et qui, de toute façon, s'il est bien, quand on est solopreneur, en fait, hein, on est notre business, on disait un peu tout à l'heure, c'est un peu le prolongement
de notre identité, pour le pire et pour le meilleur. Et du coup, bah, cette identité-là, ce besoin d'expérimenter va forcément donner un parcours diversifié. Et c'est de ça dont les gens, enfin, c'est ça qui va attirer vos clients, c'est ça qui va attirer, qui va nourrir votre magnétisme. C'est parce que ça va être le reflet de quelque chose qui suit votre transformation personnelle. Donc, attention à je m'autorise dans le perso, mais je ne veux pas forcément le faire trop dans le pro parce que voilà. Et moi, je parle d'expérience, je suis trop attachée trop longtemps à des choses qui fonctionnent plus pour moi ou voilà. Et je me retiens encore trop. Donc, et chaque fois que je lâche quelque chose, je vois à quel point ça me permet d'être plus authentique, plus vrai, de me sentir soulagée. Donc, ça, pour moi, de vraiment se servir de. Il y a beaucoup de risques et d'insécurité quand on est à son compte, mais il y a quand même beaucoup d'avantages et notamment celui de pouvoir redéfinir les choses régulièrement. Donc Mm. ça, cette adaptabilité, se servir du côté multidimensionnel, infuser les choses. Même parfois, il peut y avoir un peu de honte de j'ai testé beaucoup de choses, mais est-ce que je suis vraiment expert? Est-ce que voilà? Bah, ça, c'est pareil en fait. Comme il y a beaucoup de choses qui vont venir infuser de notre vécu, bah, en fait, ne pas sous-estimer le pouvoir de l'expérience comme étant aussi un vecteur de définition dans ses offres. Alors, tout le monde n'est pas accompagnant pardon, qui nous écoute, mais dans quelles que soient les offres, ou même dans la façon de communiquer sur ses services ou ses produits, ne pas avoir peur d'infuser du vécu. Parce que je crois que ça a parfois un peu mauvaise presse. C'est un peu ambigu. On aime beaucoup les histoires des gens, mais très souvent, non, non, mais il ne faut pas prendre de ton expérience et en faire un truc universel. C'est beaucoup reproché, et sûrement à juste titre, hein, aux coachs, par exemple, de pas être, comme ce n'est pas une profession réglementée, bah, on va beaucoup leur reprocher d'avoir pris un truc, une solution pour leur problème et d'en faire un business. Et en fait, évidemment qu'il faut rester vigilant là-dessus. Et si c'est un manque de formation, si c'est un manque d'encadrement, etc., bien sûr, ça, on peut y pallier. Mais ne pas non plus tomber dans l'autre extrême de, du coup, je partage rien de perso parce que tu comprends, it's not about me, etc., etc. Et en fait, si, pour nous, en tout cas, quand tu as un 3 et que tu as un 5, bah, une grosse partie des solutions que tu partages et que tu universalises, elles vont aussi beaucoup venir de ton vécu personnel. C'était un gros mélange. Incroyable. Merci, merci, merci. Euh, je vais le faire maintenant parce que je sens l'élan. Je voulais vraiment vous remercier et je le fais un peu à chaque épisode parce que c'est des savoirs, de l'expérience, du temps, de la formation que vous venez partager avec de votre temps, de votre énergie, de votre savoir. Et ça me touche toujours beaucoup. On me remercie toujours de l'opportunité de venir discuter. Bah, moi, je suis touchée du fait qu'on me fasse confiance, qu'on ait envie de venir partager à ma communauté et en règle générale au monde ces savoirs. C'est vraiment très émotionnel pour moi et merci, 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 merci. Mon plexus, là, il est... Ah, l'amour, l'amour. La dernière question que j'aurais à vous poser, j'ai bien aimé cette idée d'archétype, c'est-à-dire si on devait prendre un personnage célèbre, alors que ce soit une célébrité, c'est-à-dire quelqu'un qu'on sait qui est 3-5 ou qui incarne le 3-5, ou peut-être un personnage, je pense que par exemple les 5-1 nous avaient partagé Sherlock Holmes, ou les 6 de Dumbledore, donc voilà des personnages qu'on peut connaître, ou des livres ou des films qui vous font penser à la philosophie de vie ou au 3-5, enfin à l'incarnation du 3-5. Est-ce que vous en auriez à nous partager? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça? Je sais pas, qui veut commencer? Qui a? Moi, j'ai Thomas Edison. Pour moi, c'est vraiment ça. Je m'en sers beaucoup, beaucoup avec mes clients. Donc, pour ceux qui se rappellent pas, c'est celui à qui on attribue l'invention de l'ampoule électrique. Alors après, je sais que c'est décrié. Mais bon, globalement, et il est 3 parce que, enfin, je connais pas son profil d'ailleurs, hein, mais pour moi, il est 3 parce qu'il a visiblement eu énormément entre guillemets, d'échecs et beaucoup, beaucoup de brevets, je crois plus de 1000 brevets déposés dans sa route jusqu'à l'invention fonctionnelle de l'ampoule électrique. Et visiblement, on lui attribue cette citation de oh là là, mais vous n'êtes jamais découragé, après vous êtes planté plus de 1000 fois. Mais je ne me suis pas plantée 1000 fois, en fait, j'ai découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Et il n'y a pas plus pratico-pratique, pragmatique et ancré dans le concret qu'une ampoule électrique. Donc voilà, pour moi, c'est ce personnage-là et je ne connais pas du tout son parcours à part ça, et ça serait peut-être pas mal. Peut-être qu'il y a des biographies sur sa vie, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez 3-5 là-dedans. Hmm, merci. Barbara? Moi, je suis partie plutôt sur des personnages, des archétypes.
Et dans la façon dont je vois deux personnes, donc deux archétypes, il y aurait Harry Potter et il y aurait Tony Stark. Mm. Tu vois, dans le fait ben, voilà, de tester, d'expérimenter, de se relever, de se prendre un mur, de se prendre un deuil, de continuer à cheminer avec ça et d'impacter effectivement ses amis. Après, je pense à Harry Potter, mais aussi finalement toute une Il sauve le génération. monde. Il sauve le monde lui aussi. Donc voilà, c'était pas évident comme question, mais je pense que c'est les deux un peu spontanément qui ont émergé. Et par contre, j'ai découvert que Julia Roberts était 3-5. Alors, j'ai du mal à le voir dans sa carrière, mais de ce que j'ai lu pour la préparation de ton épisode, elle s'est cherchée à un moment quand elle a exploré et testé des choses. Elle a eu plusieurs, pas des carrières, mais des idées ouais, d'activités professionnelles. Et puis, elle s'est lancée dans l'actrice qu'elle est devenue aujourd'hui. Voilà. Donc je sais pas trop si je la connais pas suffisamment, mais ça fait partie des personnes qui incarnent ce profil-là aussi. Ouais, j'ai pas trop d'infos aussi sur Julia Roberts. Je sais pas si t'en as plus, Ouais. toi, Mélissa. Non, Bon, non. bah voilà. Moi, j'ai un livre à rajouter pour continuer sur la veine dont j'ai pas mal parlé, moi. Et si ça parle aux gens, le travail sur le perfectionnisme du 3 ou pas du 3 hein, d'ailleurs, hein, le travail de perfectionnisme dans la vie. Moi, il y a un livre que je vais relire là, mais que j'avais lu il y a des années, bien avant de connaître le design. L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar, qui m'avait beaucoup, beaucoup touchée à cette époque-là. Alors justement, je suis très curieuse de le relire maintenant avec presque 10 ans, je pense que je l'ai lu en 2015, donc presque 10 ans d'expérimentation et de maturation. J'aimerais bien savoir s'il m'impressionne autant ou si, bon, ça fait partie parfois de ces ressources qui nous impressionnent quand on démarre peut-être un peu nos découvertes. Mais je pense que non, il m'a laissé vraiment un souvenir de venir poser des mots d'une richesse bien au-delà de tout ce que j'avais pu voir sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans la construction et dans la vie quotidienne d'un perfectionniste. Et lui se considère d'ailleurs comme, je sais plus comment il dit, perfectionniste guéri ou perfectionniste en rémission, je sais plus. Mais c'est une bonne ressource en fait si vous estimez que vous êtes bloqué par votre quête de perfection dans ce que vous voulez être ou de ce que vous voulez faire. Je trouve que c'est une très bonne base. Eh bien, merci, merci, merci beaucoup pour cet épisode de podcast. On en arrive à la fin. Est-ce que vous aviez une dernière chose que vous avez envie de partager ou est-ce que vous vous sentez satisfaite et repue de ce partage? Ben, moi, je voulais te remercier de cette opportunité. Je savais que ça allait être un échange riche et touchant, et voilà, comme je l'avais déjà vécu dans les espaces que tu crées. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir fait la connaissance de Barbara, d'avoir pu bénéficier de ses partages riches sur son expérience. Et voilà, c'est toujours un plaisir. Déjà, voilà, même si on n'était pas écoutés, j'ai passé un super bon moment avec vous deux. Ça me fait du bien parce que en partageant des choses, moi, ça me vient et je me dis, ah, je savais pas que je pensais ça ou voilà. Donc c'est toujours hyper cool comme reflet, comme exercice. Et si en plus de ça, on est écouté et que ça peut servir à des personnes et à raisonner avec elles, ah, mais alors là, c'est génial. Moi, j'ai envie de te remercier, de vous remercier d'ailleurs, parce qu'effectivement, j'ai passé un merveilleux moment en votre compagnie. Je suis convaincue que ça se sentira à travers notre échange, mais c'était vraiment très chouette. Merci pour ta confiance. Euh, Cette année, j'ai posé un mot, j'aime bien poser un mot en fil conducteur. L'année dernière, c'était la santé, et ça a pris tout un chemin. Et cette année, c'est la création. Et j'adore ces espaces de co-création. Je te remercie de m'avoir fait expérimenter pour la première fois une sorte de table ronde toutes les trois. J'ai trouvé le principe génial, et je suis voilà, très, très touchée, très satisfaite et repue de cette expérience. Donc, merci beaucoup, Cécilia. My pleasure. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, qui écoutent ce podcast, parce que bien sûr, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer mes invités, mais je ne vais pas mentir non plus. Concrètement, si je crée un podcast, c'est parce que j'ai envie de partager des infos au monde, j'ai envie de partager du contenu, ouais,
peut-être d'impacter d'une certaine manière avec nos propres vécus, avec nos propres expériences, avec nos propres réflexions qui sont toujours en mouvement. Je retire aucun podcast et pourtant il y a plein de choses que j'ai dit à un certain moment. Maintenant, je fais, franchement, Cécilia, bon, ok, je comprends que tu avais vraiment besoin de parler et c'est ok, mais bon, bref. Et du coup, je voulais juste dire que vous qui nous écoutez, c'est aussi vous qui donnez du sens à autant d'énergie que je peux donner pour ce podcast et que tous mes invités peuvent donner aussi à leur manière. Donc merci d'être là, merci aussi d'être de plus en plus nombreux, de partager le podcast autour de vous. L'Art de ta puissance reçoit de nouveaux personnes qui s'abonnent tout le temps, enfin tous les jours, avec des personnes aussi qui m'écrivent. Et franchement, bah, je l'ai souvent partagé qu'il y a des moments où je me suis demandé si je continuais cette aventure qui me donnait beaucoup, mais qui aussi est très énergivore. Et, euh, et ça donne beaucoup de sens, en fait. Je suis contente de ne pas avoir abandonné et je ne pense pas que je vais abandonner enfin, en tout cas, je vais laisser ce projet de côté de si peu. Donc merci, merci. N'hésitez pas à partager cet épisode de podcast à tous les 3-5 que vous connaîtriez, à tous ceux aussi qui explorent le Human Design pour leurs propres accompagnements. Parce que je pense que c'est vraiment des ressources hyper puissantes, enfin valuable. J'avais la question de la valeur. Et puis, abonnez-vous à l'Art de ta puissance sur la plateforme de podcast qui soit la plus juste pour vous, afin d'être au courant à chaque fois que je reviens avec un épisode. En ce moment, il y en a 2 par semaine, les lundis et jeudis, lundi en solo et les jeudis en co-création. Possiblement, je vais ralentir un petit peu le rythme cette année en 2025. Mais pour l'instant, j'ai encore pas mal de contenu à vous partager. Enfin, en tout cas, déjà enregistré. Donc, on va finir avec ce qui est enregistré. Puis après, je ralentirai certainement un petit peu. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner, aussi à écouter ce qui a été créé avant. Comme je vous le disais au début, sur l'Human Design, il y a déjà des ressources sur les types énergétiques, sur les autorités. Il suffit juste d'un petit peu chercher. C'est un peu une, un grand cadeau. Je me rappelle d'une abonnée à moi qui me disait mais en fait, je viens de découvrir ton podcast et je suis comme une enfance sous le sapin de Noël avec plein de cadeaux à découvrir et plein de richesses, enfin, plein de contenu et de richesses à absorber. C'est trop chouette. Donc, je souhaite que tous ceux et celles pour qui ça fait sens, des entrepreneurs qui ont envie d'avancer sur leur chemin de rentabilité et surtout de plaisir dans leur activité, puissent découvrir ce cadeau de Noël sous leur sapin si ça fait sens. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une très très belle journée, un très très beau présent et à tout bientôt. Ciao, ciao. Salut. Au revoir.